Bonjour, donc on va continuer notre chemin en regardant un peu ailleurs dans les réseaux marchands qu'on avait traités de l'époque moderne. Et là encore, je reviens sur un sujet qui est presque incontournable, mais le problème c'est de savoir comment aborder ce sujet. J'ai choisi mon propre chemin et vous verrez. Alors donc, dans les années 1650, le grand représentant des Juifs séfarades, Menasse ben Israël, se présente en Angleterre. Et avec l'intention de traiter avec le nouveau régime anglais, c'est-à-dire, comme vous le savez, après la fin de la guerre civile, on a eu pendant un certain temps installé un système anti-monarchique, ce qu'on appelait le Commonwealth. Et celui qui était à la tête de cette affaire, c'était bien sûr ce monsieur-là, un puritain qui s'appelait donc Oliver Cromwell. Et donc Menasse se présente à Cromwell, ayant déjà passé par un certain nombre de gens dans l'entourage de Cromwell, des gens plus ou moins providentialistes et même un peu touchés par le messianisme, que croyaient en quelque sorte que Cromwell était celui qui était censé créer une espèce d'empire messianique pour les Anglais. C'est ce qui a donné ce projet un peu absurde de la conquête des Caraïbes, ce qu'on appelle le dessein occidental de Cromwell. Et plus ou moins au même moment, donc, il y a Menasse qui se présente et qui envoie à l'attention de Cromwell. Donc, il y a plusieurs textes. Il y a ce texte qu'il avait déjà rédigé, mais qui sera traduit en anglais à l'occasion, Esperanza d'Israël ou Mekwa Israël, qui est un texte donc plus ou moins pour expliquer comment le retour des Anglais, des Juifs séfarades en Angleterre était nécessaire parce que ça rentrait dans une espèce de schéma eschatologique qui était aussi lié avec l'expansion anglaise et la création de l'Empire britannique. Mais en même temps, Menasse a aussi donc rédigé cet autre texte qui était à l'attention de Cromwell, comme vous voyez, To His Highness the Lord Protector of the Commonwealth, donc Humble Address of Menasse ben Israël, a divine and doctor of physic in behalf of the Jewish nation, 1655. Alors ce que dit, en gros, Menasse dans ce texte, c'est pourquoi un empire a besoin d'un réseau marchand. Donc, en gros, il explique que même si les Anglais sont aussi une nation plus ou moins de commerçants, en fait, ils ne sont pas capables de mener eux-mêmes ce projet d'un grand empire à l'échelle mondiale. Et donc, ils ont besoin des marchands et surtout un réseau venant de l'extérieur. Et voici un certain nombre de choses qu'il dit. Mais avant de passer à ça, juste 2-3 mots sur Menasse. Je vais parler de lui en 2013, quand j'ai parlé des questions de la crise du XVIIe siècle, mais rappelons-nous qui il était. Donc, il est né et donc, dans une famille converso, probablement à Madère. Il avait comme nom probablement Manuel Diaz Soeiro. Puis, il va, avec sa famille, prendre la fuite. Il s'installe aux Pays-Bas vers 1610. Puis, il redevient ce que Joseph Kaplan a appelé un nouveau juif, c'est-à-dire il redevient juif et ont été un converso. Et puis, il devient quelqu'un d'assez important dans la communauté. Il va donc commencer à publier des choses en 1632. Probablement, vers la fin des années 1630, il va visiter le Brésil hollandais. Ce petit moment quand les Néerlandais ont essayé de fonder un empire brésilien avec Johann Maurits van Nassau. Et puis, une fois que cet rêve d'empire néerlandais dans le Brésil avait échoué,
parce que ça c'était déjà dans les années 1650 que ça arrivait à sa fin, il s'adresse donc aux Anglais, et donc la publication justement de ce livre, Espérance d'Israël, en 1650. En 1655, il arrive à Londres, et il va donc pousser ce projet, et il va aussi publier d'autres textes, et finalement il meurt donc en 1657, mais il va plus ou moins réussir son coup, car Cromwell va en fait donner la permission pour la rentrée des Juifs en Angleterre. Vous vous rappelez que les Juifs avaient été expulsés de l'Angleterre vers 1290, à l'époque d'Édouard Ier. Donc il y avait à l'époque, à la fin du XIIIe siècle, probablement autour de 2000 Juifs en Angleterre. Ils ont été expulsés, disons, entre la fin du XIIIe et le début du XIVe. Et là, c'est le moment de leur rentrée. Et c'est en fait, en quelque sorte, le rétablissement de la communauté juive d'Angleterre, qui a eu donc une histoire continue depuis ce moment de Cromwell. Alors, qu'est-ce qu'il raconte, Menasseh? Voici donc quelques passages de son texte. Il dit donc à Cromwell, "The nation of the Jews are three things, if it please your highness. There are that make a strange nation well beloved amongst the natives of a land where they dwell." Donc la nation des Juifs sont trois choses. Alors, donc, c'est quoi ces trois choses? Le profit qu'on peut recevoir de ces gens. Puis, la fidélité, parce que ce sont des gens fidèles et qui restent donc fidèles par rapport au prince. Et finalement, il y a le fait qu'ils sont des gens nobles et purs dans leur sang. Donc, ces deux choses. Et il dit que on a fait répondre beaucoup de mauvaises informations et de fausses informations à propos des Juifs, mais la réalité, c'est que ce sont ces trois choses. Puis, il rajoute des choses qui sont assez étranges. Par exemple, il dit le profit is the most powerful motive in which all the world prefers before all things. Et puis il dit, it is a thing confirmed that merchandising is, as it were, the proper possession of the nation of the Jews. Donc, c'est les Juifs qui possèdent en quelque sorte le commerce. C'est à eux, et pas à qui que ce soit d'autre. I attribute this in the first place to the particular providence and mercy of God towards his people, etc. Donc, comme Dieu avait voulu chasser les Juifs de leur propre terre, il leur aurait donné donc le commerce comme chose propre, comme en échange en quelque sorte. Et donc, finalement, vers la fin de son texte, il arrive à cette autre conclusion, so that if one prince, s'il y a un prince qui, sous le mauvais conseil des gens, chasse ces gens de ces terres, il y a tout de suite un autre qui va les inviter et donc montrer une certaine faveur, choose them favor. Et donc, en quelque sorte, il est en train en quelque sorte, si vous voulez, de jouer sur les stéréotypes même. Donc, il se présente en disant, voilà, que nous sommes les plus doués pour le commerce. Et donc, c'est pour cela que vous ne pouvez pas faire sans nous. Si vous voulez construire un empire, c'est avec nous qu'il faut faire. Il n'y a pas d'autre option. En quelque sorte, c'est un peu le type d'argument qu'il présente ici. Alors, ces passages de Menasseh, en fait, sont présents dans un débat assez curieux et intéressant du début du XXe siècle entre deux grands savants du monde allemand. On les a appelés des frères ennemis parce qu'ils avaient un petit écart en termes d'âge, mais donc Max Weber d'un côté et Werner Sombart de l'autre. Et en particulier, ces deux textes, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme de Weber, dans lequel, bien sûr, il explique comment les protestants sont surtout doués pour les entreprises capitalistes. Et là, la réponse de Sombart, qui a donc écrit cet autre texte pour dire qu'en quelque sorte, les Juifs, en fait, étaient encore plus doués que les protestants. Et donc, dans ce texte, justement, Sombart va puiser précisément dans ce texte de Menasseh ben Israël pour dire, voilà la preuve. En fait, il ne comprend pas que ce n'est pas une preuve, c'est tout simplement une espèce de jeu qu'il est en train de faire avec les stéréotypes. Et en réalité, la plupart des gens aujourd'hui diront que Sombart lui-même est donc tombé dans les mêmes stéréotypes.
Donc, par exemple, je vous cite un article relativement récent de Freddy Raphael sur Sombart et Max Weber, dans lequel il dit, quant à Sombart, il indique dans Les Juifs et la vie économique que ce sont les études de Max Weber qui l'ont incité à entreprendre ses recherches sur le judaïsme, mais ajoute-t-il aussitôt que si le puritanisme peut avoir une influence positive sur le développement du capitalisme, c'est seulement dans la mesure où il a repris des idées qui se trouvent exprimées avec beaucoup plus de force et de relief dans la religion juive. Et donc, citation de Sombart. Après avoir pris connaissance de ces recherches, je me suis demandé, et je crois que tout observateur attentif était en droit de se poser la même question, si ce que Weber attribue au puritanisme, et voilà, donc le puritanisme étant entre autres la religion de Cromwell, le puritanisme n'était pas été accompli après et avant lui par le judaïsme. Bien plus, si même ce que nous appelons puritanisme n'est pas dans ses traits essentiels de nature judaïque. Donc, vous voyez ce débat où il est en train de s'appuyer sur cet exemple historique du XVIIe siècle pour proposer cette espèce de version j'ai dit, assez stéréotypée sur le rapport entre juifs et surtout les juifs séfarades et la question du commerce et du capitalisme. D'ailleurs, Léon Poliakov, dans un petit texte qu'il a publié beaucoup après, a fait des commentaires sur ça que je trouve assez intéressants. C'est un petit texte de Poliakov, mais assez percutant. Il dit le rôle des Juifs, et tout particulièrement celui des marans de la péninsule ibérique, dans le développement du commerce international et des techniques capitalistes, pour appréciable qu'il ait été, a fait l'objet de surestimation parfois déconcertantes. L'usage même de la langue y a contribué. Combien d'auteurs anciens ont accolé indistinctement l'étiquette de juif ou de maran à toutes les manières d'argent et parfois même à tous les marchands? Sur la foi de tels écrits, maints savants succombèrent à la tentation d'attribuer aux juifs un rôle prédominant dans le développement du capitalisme en son ensemble. Il n'est que de songer à Sombart, il dit. De nos jours, et sans doute par réaction, une tendance à minimiser systématiquement la contribution des Juifs se manifeste chez certains historiens contemporains. Donc, on est pris un peu entre deux feux. Les gens qui sont en train d'exagérer pour faire comme si partout où on trouve dans le commerce les Juifs et les marans, et donc par contre, par réaction, les gens qui ont tendance de sous-estimer et de très loin, donc soit la surestimation, soit la sous-estimation, mais très peu de travaux équilibrés. Il cite donc un historien sur lequel je vais revenir, qui est Herman Callenbens, et on aura donc au moins quelques moments dans le cours d'aujourd'hui à faire avec les travaux de Callenbens. Alors donc, si on pense historiquement à cette question de ce qu'était le réseau marchand des séfarades et des marans, etc., bien sûr, il faut revenir donc sur l'histoire de la péninsule ibérique à la fin dans la deuxième moitié du XVe siècle. Donc, la péninsule ibérique était partagée en plusieurs royaumes. Il y avait donc le Portugal qui s'était défini en tant que royaume séparé déjà au milieu du XIIIe siècle. Et puis, il y avait donc le royaume de Léon et Castille, il y avait le royaume d'Aragon, de Navarre, et puis ce petit royaume musulman encore en 1491, mais qui deviendra donc la dernière conquête des rois chrétiens ibériques en 1492, la même année, on le sait, que l'expédition en Amérique de Christophe Colomb. Alors donc, c'est à partir de ça qu'il faut commencer pour regarder un peu ce qui était ce réseau marchand. Et donc, je vous rappelle qu'il y a à peu près 4 ou 5 termes en jeu, et il faut quand même manier ces mots avec une certaine précaution. Donc, vous voyez, séfarade ou séfarade avec PH-OF, donc des juifs de la péninsule ibérique. Parfois, on l'utilise un peu pour parler de tous les juifs de la Méditerranée, ce qui est assez abusif en fin de compte. Puis, il y a donc ce mot qui est utilisé surtout en espagnol, qui est le mot converso, pour dire les convertis, tandis que si on est dans le monde portugais, on dit rarement converso, on dit cristão novo, les nouveaux chrétiens.
Puis, il y a cet autre mot qui aussi revient souvent dans les sources, le mot marrano. C'est un terme donc péjoratif, insultant, mais qui veut dire en gros les crypto-juifs, les gens qui font semblant d'être chrétiens tout en étant dans leur intérieur des juifs. Parfois, on l'utilise aussi avec le mot judaïsant. C'est un mot qui a un sens un peu plus actif, dans le sens des gens qui aussi attirent des autres au judaïsme, en quelque sorte. Et finalement, il y a cet autre terme qu'on utilise, encore une fois, plus souvent dans les textes en portugais qu'en espagnol, qui est gente da nação, les gens de la nation, et le sous-entendu étant la nation juive. Mais on peut souvent dire tout simplement au XVIe siècle gente da nação, et ça veut dire effectivement qu'on est en train de parler soit des juifs, soit des crypto-juifs. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire donc rapidement sur le point de départ? Il y a bien sûr deux points de départ. 1492, c'est un moment possible parce que c'est le moment de l'expulsion définitive en Espagne. Mais bien sûr, il y avait un moment avant, qui était 1391, où il y a eu les grosses émeutes contre les Juifs, soutenues par un certain nombre de rois ibériques. Donc, en gros, on peut dire qu'entre 1391 et 1420, il y a eu la formation de cette première communauté des conversos, ou des nouveaux chrétiens, qui étaient donc plus ou moins qui se sentaient obligés de se convertir pour échapper à l'oppression. Mais donc, 1492, par contre, c'est le moment définitif, en tout cas en Espagne. Puis, il y a l'autre moment qui va suivre 4 ou 5 ans après, 1496-17, au Portugal. Et donc, c'est les rois catholiques qui vont agir tout d'abord. Et puis, le roi portugais Dom Manuel qui va agir. Bon, il y a un débat pour savoir s'il a voulu agir lui-même ou s'il a été sous pression de la part des rois catholiques pour agir. Mais en tout cas, il y a ces deux moments ensemble. Alors, dans un article récent, Pedro Badenas a donc essayé de nous donner une idée de ce que seraient les chiffres. Et c'est assez surprenant de voir que les historiens ne sont absolument pas d'accord sur les chiffres. Donc, selon M. Badenas, vous voyez, il commence avec les chiffres donnés par le grand savant Isaac Baer, qui a proposé donc à peu près qu'il y avait 200 000 gens expulsés. Et en fait, il pensait que la plupart de la communauté avait été expulsée, donc à peu près 200 000 pour lui. Et puis, Badenas nous dit que, en fait, maintenant, des sources plus fiables, il dit, on propose de minimiser ces chiffres, et donc de 200 000, on revient, dit-il, à un chiffre qui serait beaucoup plus de gens de 50 000 pour Castille et 20 000 pour Aragon, donc disons 70 000 pour les deux royaumes, et il dit nous restons au-dessous du plafond de 100 000 personnes. Donc il est en train de couper par moitié les chiffres de Baer. Donc je vais vous donner, comme rapidement, j'ai créé ce tableau pour avoir une petite idée des différentes notions qu'on a des chiffres en question. Alors, donc là, c'était Baer, et ça a été donc suivi par d'autres, comme Benzion Netanyahu, qui en fait a même voulu pousser un peu plus loin. Donc là, on est en train de parler de 250 000 pour la péninsule ibérique autour de 1490. Et puis, on dit qu'il y avait, pour les expulsés, entre 160 000 et 200 000. Ça, c'est, disons, les chiffres classiques. Puis, ici, vous avez la version révisionniste, où la personne clé, c'est l'historien Ladero Quesada, mais ça a été par la suite repris dans un article devenu célèbre, on dirait parfois injustement célèbre, par Henry Kamen, où il a donc voulu minimiser ces chiffres en disant Castille et Aragon, ça fait 70 000, péninsule ibérique 80 000, les expulsés font de 30 à 50 000.
Et puis, il y a aussi cet autre chiffre qui est important, c'est-à-dire, dans un premier temps, il y avait aussi beaucoup de gens qui se sont enfuis de l'Espagne vers le Portugal, et puis il y a un second et un troisième moment donc, de sortie à partir de 1496-97. Alors, j'ai longuement parlé depuis un certain temps avec les spécialistes du sujet, et ce qu'on me propose, et je retiens un peu ces idées, ce sont des chiffres suivants. Donc, en fait, on me dit que 80 000, c'est beaucoup plus bas, beaucoup trop bas comme chiffre, que ça serait plutôt autour de 150 000 qu'il faut revenir et que les expulsés seraient de l'ordre de 120 000. Ce sont des chiffres inexacts, mais c'est aussi en pensant aux arrivées dans des endroits différents qu'on peut voir que probablement, par exemple, 30 à 50 000, c'est beaucoup trop bas aussi comme estimation. Ça ne pourrait pas être ça et aussi expliquer ce qu'on voit dans différents ports où ces gens sont arrivés. Juste pour vous donner une petite idée, donc, en Italie, en même temps, on avait 70 000 juifs et puis à la fin du XVIe siècle, encore 35 à 45 000 parce qu'il n'y a jamais eu d'expulsion totale. Il y avait des expulsions dans certains royaumes italiens, mais il y avait d'autres qui ont toujours gardé leur population. Alors, donc, c'est quoi la direction du mouvement? Ce sont des gens qui vont partir de la péninsule ibérique pour arriver dans un premier temps en Afrique du Nord, et puis en Italie, et puis finalement ce qui devient une terre assez importante dans le XVIe siècle. Pour eux, c'est l'Empire ottoman. Ça, c'est assez bien connu. Et puis, on a des mouvements plus compliqués. À partir de l'Empire ottoman, il y a des gens qui vont remonter vers l'Europe centrale. Il y a aussi ces autres mouvements vers les Pays-Bas. Ça, on est déjà à la fin du XVIe. Et puis des Pays-Bas, par exemple, en Allemagne, à Hambourg et à d'autres endroits. Et finalement, vous savez qu'avec Menassé, on arrive au moment quand ils vont aussi rentrer en Angleterre. Donc, c'est une espèce de processus assez étendu et compliqué de la circulation de ces gens. Alors, bien sûr, quand on dit 120 000, et retenons ce chiffre, il ne s'agit pas que de marchands. Bien sûr, il y a des professions très différentes. Parmi ces 120 000, il y a beaucoup d'artisans, c'est sûr. Il y a un certain nombre de marchands, mais il y a aussi des gens appartenant à d'autres professions. Les plus connus parmi ces gens, bien sûr, ce sont des intellectuels. Et par exemple, les biographies qu'on a consacrées à des expulsés, c'est souvent centré sur des grands intellectuels de l'époque, comme Abravanel et autres qui ont fait l'objet d'études poussées biographiques. Alors, donc, le premier moment où il faut s'arrêter, c'est l'Empire ottoman. Et là, je reviens sur un texte qui parle assez longuement de ces marchands en Empire ottoman. Ça, c'est le texte du voyageur français Nicolas de Nicolet, qui a été donc en Empire ottoman à la fin, en fait, pas tout à fait à la fin, mais dans la deuxième moitié du règne de Soliman, donc vers 1550. Et alors, donc, il y a là l'illustration d'un marchand juif. Et en fait, il y a aussi cette description qui est assez longue. Je vais juste citer quelques passages. Il nous dit que, en effet, que la quantité de juifs habitant par toutes les villes de Turquie et de Grèce, principalement à Constantinople, est si grande que ces choses merveilleuses est presque incroyable. Car le nombre de ceux faisant état de troc et trafic de toutes marchandises, même d'argent usuaire, il multiplie tellement de jour à autre pour le grand apport et influence des marchandises qui arrivent de toutes parts, tant par mer que par terre, que l'on peut dire avec raison qu'il tient pour le jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire pour aujourd'hui, entre leurs mains toutes les plus grands trafics de marchandises et d'argent courant, et qui se fasse en tout le Levant. Donc, il nous explique en gros que vers 1550, ces gens-là sont pas seulement les marchands les plus importants, mais en quelque sorte, ils ont la haute main sur le commerce. Et puis, il nous dit que parmi ces gens-là, il y a spécialement des maranes, il utilise le mot, n'a pas longtemps banni et déchassé d'Espagne et Portugal.
lesquels, au grand détriment et dommage de la chrétienté, ont appris aux Turcs plusieurs inventions, artifices et machines de guerre. Donc, aussi qu'ils sont des gens qui sont des spécialistes dans les arts de la guerre, comme affaires artillerie, arquebus, poudre à canon, boulets et autres armes. Semblablement, ils ont dressé imprimerie, non jamais auparavant vue dans ces régions, par laquelle, en beau caractère, ils mettent en lumière plusieurs livres en diverses langues. Puis, il va préciser qu'on ne peut pas faire des livres en arabe ou en turc, mais dans d'autres langues. En fait, vers le milieu du XVIe siècle, selon lui, on commence à avoir ces espèces de transferts de technologie, pour ainsi dire, passant justement par ces gens arrivés dans le monde de l'Empire ottoman. Alors, cette question de l'importance relative et absolue de l'arrivée des Juifs séfarades en tant que marchands dans l'Empire ottoman continue à couler beaucoup d'encre. Dans un des derniers livres de textes de synthèse écrits par Jonathan Ray, donc il essaie de faire un peu l'équilibre entre les directions différentes qu'ont pris ces réseaux marchands. Alors, tout d'abord, il nous rappelle que même après 1492, la grande partie des exilés juifs ne sont pas allés directement en Empire ottoman, mais par des voies assez compliquées. Il y avait des migrations, dit-il, successives par l'Ibérie, l'Afrique du Nord, l'Italie du Sud, et donc finalement, en fait, ils ont choisi les terres qui étaient les plus proches de la péninsule ibérique. Et finalement, donc, c'était aussi parce que au moment de l'expulsion, il y avait beaucoup qui songeaient de retourner. En fait, ils ne sont pas partis avec l'intention de partir une fois pour tout. Et puis, en fait, il dit que peu de temps après l'expulsion, il y avait plusieurs tentatives de gens qui voulaient justement essayer de revenir. Et voilà. La deuxième chose qu'il dit, c'est que on a tendance d'exagérer l'aspect positif de ce mouvement vers l'Empire ottoman. C'est-à-dire, donc, comme lui, il le dit, on était tellement séduit par cette espèce de version de l'opposé, disons, d'une politique qui était d'un côté d'exclusion, de l'autre côté d'inclusion. C'est ça qu'on a beaucoup exagéré la façon dont ces gens-là ont été reçus. En fait, il dit que la réception de ces gens dans l'Empire ottoman était beaucoup plus mitigée qu'on a souvent pensé. Il y avait des gens qui n'étaient pas du tout contents parce qu'ils faisaient concurrence en tant que commerçants, mais aussi pour d'autres raisons. Il nous rappelle qu'un des ouvrages qui était le plus important pour parler de tout cela, c'était la chronique de notable juif Elijah Kapsali, et donc qui lui il dit For Kapsali, the rise of the Ottoman dynasty and the creation of a new area of settlement for the Jews, just as they were being expelled from Europe, was evidence of God's continued compassion for his chosen people. Donc l'Empire ottoman, en quelque sorte, représente la volonté de Dieu de protéger les Juifs. Donc, d'un côté, ils sont chassés, de l'autre côté, ils sont protégés. Voilà donc la façon dont on a vu les choses. Puis, il nous dit aussi, en revenant sur d'autres personnages comme Isaac Abravanel ici ou Abraham Saba là, qu'ils ont aussi insisté sur quelque chose qui reste assez curieux comme idée, que les gens qui sont partis en Empire ottoman, ça c'est les sources juives même, sont allés essentiellement pour des raisons religieuses. Donc, on fait un peu la distinction entre les Juifs plus soucieux de leurs biens et de leurs richesses, qui eux sont restés, et ceux qui étaient plus conscients de leur religion, qui sont partis. Et donc, on fait cette espèce de distinction entre ceux qui sont restés et qui sont devenus des conversos par rapport à ceux qui sont partis. Et selon Ray, ça aussi, c'est une distinction
qui est manifestement fausse et très idéologique. C'est pour faire les louanges des gens qui sont partis, pour dire qu'ils ne sont pas partis pour des raisons, disons, matérielles, mais plutôt pour préserver leur religion, tandis que ceux qui sont restés sont présentés effectivement comme des gens plutôt minables. Tandis que la réalité, c'était plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'il fallait des ressources pour partir. Et donc, en fait, souvent, c'est les pauvres qui ne sont pas capables de partir, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se faire payer des voyages, même en Italie. Donc, cette idée que ceux qui sont restés sont riches et ceux qui sont partis sont pauvres et religieux, c'est en fait une espèce de mythe construit au XVIe siècle par ces chroniqueurs et ces écrivains même. Alors, en fait, le cas le plus célèbre qu'on connaît au XVIe siècle de ces gens qui sont partis en Empire ottoman, en fait, ça va tout à fait au contraire un peu de cette idée des gens assez humbles et religieux qui partent et les gens riches et cyniques qui restent. Voilà, donc c'est le cas qui est très très connu de celle qu'on appelle Dona Grazia Nassi ou Grassa Nassi, donc, qui a deux noms. Elle s'appelle Grazia Nassi, mais elle s'appelle aussi Beatrice de Luna. C'est une dame donc, née en 1510 et qui meurt en 1569. Rapidement, pour vous donner une idée de son parcours, elle est née au Portugal en 1510, donc déjà dans un milieu de converso, encore une fois. Mais donc, elle se marie à l'âge de 18 ans, plus ou moins, avec un grand monsieur qui s'appelle Francisco Mendes Benveniste. Et donc, elle a un enfant avec lui. Puis, le mari va mourir assez tôt, en laissant sa fortune en partie dans ses mains et en partie dans les mains d'un frère. Donc, vous voyez, qui est Diogo Mendes, que vous voyez ici. Alors, comme elle est assez riche et comme dans les années 1530, on va donc voir monter la pression de l'Inquisition portugaise, donc elle va prendre la fuite. Elle part à Anvers, où elle va s'installer pendant un certain temps, 7-8 ans, toujours dans les territoires des Habsbourg, donc pas en dehors du monde catholique, bien sûr. Puis, par la suite, elles se sont mal à l'aise à Anvers. Elle va d'Anvers à Venise. Elle va passer encore 5 ans à Venise. Puis, à Venise, elle est à Ferrare. Et à Ferrare, comme le duc d'Este, qui est le duc de Ferrare, a une politique beaucoup plus ouverte envers les Juifs, là, elle va commencer à se présenter ouvertement en tant que juive. Donc, jusque-là, elle se présente comme crypto-juif en quelque sorte, parce qu'on a l'idée qu'elle continuait à avoir des pratiques juives à l'intérieur de la maison, mais à l'extérieur, elle se présentait, par exemple, même dans les choses qu'elle a échangées avec l'administration Habsbourg, même avec Charles Quint, elle se défend toujours de dire quoi que ce soit sur son judaïsme. Mais à partir de 1549, elle assume pleinement son identité juive, puis elle devient la patronne d'un certain nombre de grands intellectuels juifs. Je vais revenir brièvement sur ce monsieur-là, qui est Samuel Usque, qui publie un livre qui est dédié finalement à cette dame en 1550 ou 49. Et puis, finalement, elle a décidé que ce n'est pas suffisamment sûr de vivre même en Italie, et elle va donc, encore une fois, partir, mais cette fois-ci, en Empire ottoman, où elle va arriver donc, à Constantinople en 1553 et elle va passer le restant de sa vie chez les Ottomans pendant 16 ans. Alors donc, c'est un personnage on trouve des rapports dans les documents de l'administration, mais aussi les récits de voyage des gens, des Occidentaux qui vont à Constantinople dans les années 50 et 60 vont toujours parler d'elle. Et elle s'appelle donc, on l'appelle en tout cas la Signora. Donc même dans le cadre ottoman, elle est toujours présentée comme ça, comme quelqu'un qui a une fortune énorme, qui est gérée en partie par elle, mais de plus en plus par son neveu, qui est aussi finalement son gendre, parce que c'est Jean Miquel qui, par la suite, va s'appeler Joseph Nassi, et il se marie donc avec la fille Anna
de Béatrice de Luna ou de Gracia Nassi, et donc il est à la fois le neveu et le gendre. Alors, on a dit énormément de choses, c'est une vie très romantique, on a écrit des romans sur elle, je pense qu'il y a même peut-être quelques telenovelas dans le style portugais portant sur cette vie. Mais plus récemment, l'historien portugais José Alberto Tavim a commencé à regarder de plus près cette carrière et surtout la fin de sa carrière, et il dit que c'est assez remarquable de voir qu'une fois qu'elle était à Constantinople, elle et son neveu n'ont jamais voulu s'associer avec les autres juifs. Donc, ils ont toujours vécu à part, pas dans les quartiers juifs, mais dans le quartier de Galata, qui était le quartier européen, où donc Galata et Pera, c'était là où habitaient les Européens. Elle a toujours voulu vivre là, et elle avait autour d'elle beaucoup de serviteurs qui s'appelaient le Jamaate Signora, donc les gens de la Signora. En fait, il y a beaucoup de récits de voyage qui parlent de comment, en fait, elle était toujours entourée par ces gens habillés dans le style espagnol et avec une manifeste nostalgie pour leur passé espagnol. Et ce qui est encore plus curieux, c'est le cas de neveu. Ça, c'est Joseph Nassi. Parce que Joseph Nassi, à un moment donné, donc il était un homme très très riche, très lié à la fois au vizir, et il avait même un accès direct au sultan. Donc, à un moment donné, autour de 1570, il décide qu'il a envie de devenir le roi de Chypre. Alors, c'est le moment quand les Ottomans pensent à la conquête de Chypre, donc il va se proposer comme roi de Chypre. Il y a une négociation assez compliquée. Finalement, le grand vizir Sokol Mohammed Pacha va dire que non, ça ne va pas faire bien comme image pour le Turc de dire aux autres rois musulmans qu'il a donné une partie de ses territoires à un juif. Mais en tout cas, c'est curieux de voir ça. Et ce qui est surtout intéressant, c'est de voir que maintenant, on a trouvé dans les archives de Simancas une correspondance entre lui et Philippe II, dans laquelle il essaye de persuader Philippe II de permettre ce passage comme roi de Chypre, et il dit qu'en fait, il a envie de rentrer en Espagne. Et il dit qu'il s'excuse pour avoir, comme il dit, apostasié, et il dit qu'il avait envie de rentrer, ce qu'il n'a jamais fait, mais en tout cas, c'est intéressant de voir. Alors, ce qui est surtout intéressant, c'est aussi de comprendre que ces réseaux de marchands sont donc aussi des réseaux d'espions, d'informations, de passage de matériaux d'un côté à l'autre. Et en fait, ces gens-là n'étaient jamais si sûrs que ça d'où se placer. C'est-à-dire, est-ce qu'ils étaient vraiment, en 1549, quand elles redeviennent juives publiquement, est-ce que c'est une fois pour tout? Est-ce que c'est la même chose pour la famille? Ou est-ce qu'on hésite toujours entre ces identités différentes? En fait, c'est une question qui se pose pour une grande partie de cette communauté, même s'il y a des textes, bien sûr, au XVIe siècle qui tranchent beaucoup plus que ça. Donc là, vous voyez le texte de Usque dont je parlais, qui a été publié à Ferrar, Consolation às tribulações d'Israël. Donc, consolation aux tribulations d'Israël, donc où il parle de comment on avait donc maltraité les Juifs depuis un certain temps, et c'est un texte assez touchant et assez curieux. Ça, c'est donc Usque. Ça, c'est un autre grand personnage de la communauté séfarade de Constantinople, de l'époque de Gracia et Joseph Nassi, qui est le rabbin Moïse Almosnino, et qui a donc écrit un grand texte qui s'appelle Crónica de los Reyes Otomanos. C'est une espèce de chronique, mais à l'intérieur de cette chronique, il y a une description de Constantinople qui, par la suite, a été ramenée et publiée en Espagne. Donc, c'est un texte qui est parmi les premiers textes écrits, on dit, en ladino. Donc, Almosnino est connu, je dirais plus par les littéraires que par les historiens, parce qu'il a écrit 4 ou 5 textes sur l'astrologie, sur la description géographique, etc., qui font partie
justement de ses débuts au XVIe siècle d'une vraie littérature en ladino. Et là encore, on peut ressentir un certain niveau de nostalgie, un certain niveau aussi de rapport continu qui restait avec le monde ibérique, qui passait par le commerce et qui passait aussi par d'autres voies. Alors, les gens donc, qui sont partis en Empire ottoman, ça c'est quand même une portion, disons, importante de cette communauté. Et puis, il y avait les gens qui sont restés dans le monde ibérique, parmi lesquels il y avait donc au moins, disons, 2 couches. Statistiquement, la couche moins importante, c'est les gens qui ont été convertis autour de 1492. Donc, entre 1492, disons, et 1510, dans 2-3 moments, parce qu'il y avait tout d'abord en Espagne, puis au Portugal, puis il y avait les persécutions au Portugal au début du XVIe siècle, etc. Mais en fait, la couche la plus importante de ce qu'on appelle des conversos, des nouveaux chrétiens, Cristo Novo, ce sont des gens qui viennent du début du XVe siècle. Donc, c'est le résultat des pressions qu'on a ressenties à la fin du XIVe, début du XVe. Et statistiquement, on ne peut pas vraiment donner des chiffres, mais on a l'impression que ce sont ces gens-là qui sont plus importants, parce que tout d'abord, il y a aussi le fait qu'il y avait un certain nombre au XVe siècle, puis il y a l'expansion de la population qui était assez rapide au XVe siècle. Donc, les descendants de ces gens sont devenus un groupe assez important à la fin du XVe siècle. Donc, disons que quand on parle de converso, de nouveaux chrétiens, il faut toujours garder en tête qu'il y a ces différentes couches et que tout n'est pas fait autour de la fin du XVe siècle ou autour de l'exposition finale. L'autre moment, c'est aussi assez important. Alors, donc, une fois qu'on a l'expansion et la création de ces 2 empires à la fin du XVe, début XVIe siècle, ces gens-là vont s'impliquer pleinement dans l'affaire. On a un certain nombre de cas qu'on connaît assez bien. Il y a par exemple le cas d'un marchand qui s'appelle Cristóbal de Haro, qui était lié avec Colomb, qui a même été impliqué dans le financement d'un certain nombre de ces voyages. Donc, bien sûr, on a une historiographie très importante portant sur ce sujet. Je mentionne ici juste 2 livres. Donc, le livre à droite est un livre qui est beaucoup plus d'histoire économique, fait par l'historien québécois David Studnicki Gisbert, A Nation Upon the Ocean Sea. Là, vous voyez, il est en train de jouer avec cette idée de gente de nation, où il parle de ces diasporas dans le monde de l'Atlantique. Et puis, bien sûr, le livre de notre ami et collègue, autrefois professeur au Collège de France, Nathan Wachtel, qui est beaucoup moins une histoire économique et beaucoup plus une histoire socioculturelle, disons, de ce monde, de ces marades. Ce qu'on voit à partir de ces livres, une bibliographie assez considérable. D'ailleurs, avant Wachtel, il y avait le professeur Israël Salvatore Reva, qui a aussi été professeur au collège, qui a traité exactement ces sujets-là. Ce qu'on voit, donc, c'est une implication assez considérable dans le monde du commerce de l'Atlantique. On peut les voir dans le commerce, par exemple, du sucre, dans les îles, mais aussi puis dans la production sucrière du Brésil. Dans la deuxième moitié du XVIe siècle, ces marchands nouveaux chrétiens ou parfois crypto-juifs, parce qu'il y avait aussi bien sûr des vrais convertis qui n'étaient pas des crypto-juifs, mais des gens qui sont vraiment devenus chrétiens. Mais les deux, donc, je vais revenir sur les rapports entre les deux brièvement. Donc, ils sont impliqués là-dedans, mais il y a aussi bien sûr quelque chose d'autre qu'il ne faut pas oublier, c'est-à-dire que ces gens-là avaient une participation assez considérable dans le commerce des esclaves. Et ça, c'est quelque chose qui est un sujet assez controversé, mais c'est un sujet qu'on ne peut pas éviter, entre autres parce qu'il y a beaucoup de mythes, surtout aux États-Unis, dans certains milieux où on essaie d'argumenter que c'était essentiellement eux qui étaient responsables pour la traite, ce qui est manifestement faux. Mais je vais néanmoins insister sur le fait que si on regarde les 2 types d'esclavage, par exemple, ce livre tout récent de Pablo Sierra Silva sur l'esclavage
dans le vice-royauté du Mexique. Et puis, il y a l'autre livre qui est assez intéressant de Tatiana Seijas, portant sur l'esclavage dans le monde pacifique, à partir de la Galion de Manille. Et là aussi, on voit une implication assez considérable de ces gens dans ce commerce-là. Je vous donne un exemple qui est assez connu, mais que ça vaut la peine de développer. C'est le cas de quelqu'un qui s'appelle Manuel Batista Pérez. Alors, lui, il est né dans la petite ville d'Ansin, près de Coimbra, en 1589, de père espagnol et de mère portugaise. Il est élevé tout d'abord par sa tante, puis il part à Séville. Et donc, à partir de 1607, il rentre dans le commerce des esclaves de Guinée et d'Angola avec son oncle. Son oncle, c'est un marchand très connu à l'époque, qui s'appelle Diogo Rodrigues de Lisboa. Donc, pendant à peu près 11 ans, il est très impliqué dans ce commerce esclavagiste. Et puis, en 1619, il va partir avec un bateau plein d'esclaves et il va s'installer en Amérique. Il rentre par Carthagène des Indes et puis, à partir de 1620-21, il s'installe à Lima, Pérou, où il va passer le restant de sa vie avec un réseau incroyable et très important, parce qu'à partir de Pérou, il a des liens avec la péninsule ibérique, avec Lisbonne, avec Luanda, avec Manille et avec Acapulco. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a une espèce d'énorme réseau. C'est un homme de culture qui a une bibliothèque assez importante. Et on sait ça parce qu'à la fin de sa vie, il est pris par l'Inquisition. Il est pris par l'Inquisition, il est accusé d'être un crypto-juif, un maran. Il est examiné, et ça, c'est parmi les sources les plus importantes qu'on a pour sa vie, c'est les confessions qu'il a fait quand il a été torturé. Et puis, il a été brûlé sur la place publique de Lima en 1639. Alors, mais dans ces papiers, on a trouvé beaucoup de choses. On a trouvé, par exemple, une liste des livres dans sa bibliothèque, une liste fascinante. Mais on a aussi trouvé autre chose très intéressante, comme, par exemple, ces livres de contes. Et ces livres de contes démontrent en fait qu'il était très bien formé. Donc, c'est un article par l'historienne britannique Linda Newson sur les contes où elle démontre qu'en fait, il était très avancé dans le type de comptabilité qu'il utilisait. Il faisait donc de double entry bookkeeping. La comptabilité à quelque chose de double, on dit en français. Oui, voilà, donc en partie double, oui. Voilà, donc, et on voit qu'il a été donc formé pour faire ça. Ça, c'était assez répandu en Italie à l'époque. Dans le monde ibérique, ce n'était pas si commun que ça à l'époque. Il était quelqu'un qui faisait ça. Là, vous voyez, par exemple, là, il fait la liste de ses esclaves en faisant donc justement en partie double. En fait, c'était assez intéressant aussi de voir qu'il faisait une espèce de troc entre les tissus et les esclaves. C'était principalement comme ça qu'il fonctionnait. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui a fait fortune comme esclavagiste, il ne fait pas de doute, même s'il a aussi traité un certain nombre d'autres choses. Et donc, ça, c'est un espèce de profil typique. Alors, encore une fois, Wachtel a essayé d'analyser plus l'aspect culturel et mental pour savoir qu'est-ce que ça voulait dire finalement. Est-ce qu'on peut vraiment dire quelque chose de définitif sur ses croyances religieuses? Et donc, manifestement, est-ce qu'il était chrétien, est-ce qu'il était juif, est-ce qu'il naviguait un peu comme il dit dans un autre livre, Entre Moïse et Jésus, c'est le titre justement d'un livre de Wachtel. Mais en tout cas, c'est aussi curieux de voir cet autre aspect de sa vie. Donc ça, c'est un aspect de ces gens qui vont vers l'Atlantique, vers le monde espagnol, soit le royaume de Pérou, ou soit vers le monde mexicain ou de l'Asie centrale. Mais puis, il y avait aussi des gens qui venaient vers l'Inde. Et ça, c'est tout un autre cas, moins étudié, il faut dire, que le cas atlantique, mais aussi fascinant. Et avec quelques complications en plus. Donc, deux complications que j'aimerais souligner.
la première chose qu'il faut garder en tête, c'est qu'ils avaient deux moyens d'atteindre l'Inde, c'est-à-dire qu'ils pouvaient venir avec les Portugais par la route du Cap, mais il y avait aussi l'autre possibilité, c'était de passer par l'Empire ottoman. Donc, en fait, il y a des Juifs et des conversos et autres qui vont faire les deux et qui vont se rejoindre en quelque sorte en Inde. On peut encore une fois mentionner quelques cas. Ça, c'est le cas peut-être le plus célèbre du XVIe siècle pour ces séfarades, encore une fois, qui naviguaient entre le monde chrétien et le monde juif. Ça, c'est le cas de Garcia de Horta, qui est né dans le sud du Portugal, à Castelo de Vide, qui est formé en médecine à Salamanque et puis à Alcalá de Henares, qui donc va venir en Inde avec Martim Afonso de Sousa, un grand personnage, plus tard gouverneur, et puis il va rester à Goa jusqu'à sa mort en 1568. C'est quelqu'un qui est connu surtout parce qu'il a écrit ce livre-là, hein, le Colloquios dos Simples Drogas, qui est un livre portant sur les connaissances qu'il a eues des différents systèmes des plantes et des produits médicaux. Hein. Mais là-dedans, en fait, il parle beaucoup de commerce, parce que pour chaque produit, il va indiquer les réseaux par lesquels on peut procurer ces choses-là. Hein. Quels sont les lieux d'origine, comment on arrive à les avoir, quels sont les noms dans différentes langues. Et dans le cas de Garcia de Horta, ce qui est intéressant, c'est que manifestement, même avant d'arriver en Inde, il avait une connaissance d'arabe, ce qui n'était pas inconnu parmi les physiciens et les médecins juifs de la péninsule ibérique. Et puis, il va aussi apprendre le persan en Inde. Donc, il fait preuve de tout cela dans ce livre qu'il a écrit. Et là, vous voyez une peinture indienne du XVIe siècle qui démontre donc un Européen au milieu d'une cour un peu bizarre indienne avec des créatures aussi qui sont à moitié fantaisiste. Voilà, donc, ça, c'est un cas connu. Il va, pas mal se terminer. Il meurt en 1568, mais après sa mort, on va l'accuser d'être un crypto-juif. Et donc, du coup, on va brûler ses dépouilles. Et on va aussi punir sa famille, parce qu'il avait aussi de la famille en Inde. Donc, là encore, il navigue un peu entre ces deux mondes. Mais il y a aussi, on continue à utiliser son texte. Son texte a été par la suite traduit en espagnol, en français par Clusius, par Charles d'Incluse. Donc, en fait, même si lui, il a perdu son crédit, le texte a retenu l'attention des savants et des gens. Mais ce qui, pour nous, reste intéressant, et là encore, je reviens sur les travaux de ce historien portugais, d'ailleurs qui a été mon élève par le passé, José Alberto Tavim, on peut voir ce réseau qui va d'un côté jusqu'à l'Afrique du Nord et de l'autre côté jusque dans des endroits assez particuliers en Inde, et notamment Cochin, Cochin, en Inde du Sud. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce qu'à Cochin, on retrouve une espèce de mélange de différentes couches de ces sociétés. Pourquoi? Parce que déjà, avant l'arrivée des Portugais, il y avait une communauté juive là. Une communauté juive orientale, donc qui n'était pas une communauté juive séfarade. Puis, il y a les séfarades qui arrivent après 1500, puis il y a les conversos et les marans qui arrivent. Et donc, on retrouve à Cochin une espèce de mélange entre tous ces gens. D'ailleurs, on a toujours une espèce de petite synagogue qui reste comme souvenir de ces jours-là. Il y a presque plus de juifs dans cette ville. Mais là, vous voyez, vous aviez la ville, ça c'est la ville portugaise, et puis il y avait la ville indienne ici. Et donc, ces gens-là naviguaient un peu entre ces deux mondes selon les circonstances et selon le niveau d'oppression. Moi-même, j'avais par le passé entrepris des études qui ont été développées par M. Tavim
dans ses écrits, portant sur une famille, une lignée qui s'appelait Ibn Yahya. Et donc, parmi ces gens, il y avait un certain nombre de descendants, comme Isaac Pinto ou Jacob Ibn Yahya, qui sont partis en Empire ottoman. Et puis, il y a des gens qui sont arrivés en Inde, comme ce Samuel Castiel au XVIe, et puis l'autre Samuel Castiel, qui est le petit-fils, et donc qui devient tellement important à Cochin, il contrôle tellement le commerce que finalement les Portugais vont envoyer des gens pour l'assassiner dans sa maison en 1643, parce qu'ils trouvent intolérable que quelqu'un comme ça peut donc à la fois détenir un pouvoir économique et aussi, comme il dit, il souffle beaucoup de choses dans l'oreille de Raja de Cochin. Et donc, on a aussi l'impression qu'il est en train de monter des conspirations contre les Portugais, ce qui aurait été tout à fait justifié, comme on voit à la fin de sa vie. Alors, donc, on voit ces gens dans un endroit comme ça, qui vient de différents côtés. On a aussi quelque chose d'assez remarquable qu'on voit dans un endroit comme Cochin, et ça, on sait par les documents de l'Inquisition, c'est-à-dire qu'il y avait des gens des conversos qui, une fois arrivés à Cochin, retrouvent leur judaïsme. Parce qu'ils se retrouvent avec des juifs orientaux et des séfarades, et donc, du coup, ils retrouvent en quelque sorte leur foi dans ces circonstances-là. Il y a un cas qui est très connu des années 1630, qui est d'Antonio Boccaro, qui était donc devenu chroniqueur officiel portugais, donc d'un milieu Cristiano Novo, redevenu juif, puis il a fait ses confessions à l'Inquisition, il est donc revenu dans le cadre portugais, mais là, à partir de sa confession, on voit comment ça peut marcher. Ce que va donner donc finalement ce texte assez intéressant, qui est un texte écrit par un marchand séfarade, au XVIIe siècle, qui est donc des nouvelles sur les Juifs de Cochin, Noticias dos Judeus de Cochin, écrit par José Pereira de Pava, qui s'appelait en réalité Pedro Pereira, mais bon, peu importe. Alors, donc j'arrive à ma conclusion. Et là, j'ai envie de développer deux, trois idées par rapport à la question de savoir comment, en fait, il faut aborder justement cette question posée par Menasse Ben Israël au départ. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut imaginer que ces gens-là, qui étaient obligés de se mettre en réseau, donc ce n'était pas un réseau qui a été construit volontairement, est-ce qu'ils étaient en quelque sorte mieux placés que les autres pour faire le commerce? Est-ce qu'ils étaient dans une situation avantageuse ou désavantageuse? Alors, on a donc deux positions distinctes. La position qui est définie par Jonathan Israel, grand spécialiste de ces marchands juifs, il a écrit au moins une dizaine de livres portant sur le sujet, parmi lesquels cette collection de ses articles, Jews, Crypto-Jews in the World of Maritime Empires. Alors, Jonathan Israel, donc, qui soutient l'idée selon laquelle, en fait, malgré le fait qu'ils étaient mal vus, malgré le fait qu'ils étaient persécutés, parce que le réseau avait énormément de solidarité, en réalité, il nous dit que c'était une affaire qui marchait bien, parce qu'ils étaient tellement solidaires qu'il y avait énormément de confiance entre les gens de la communauté, ce qui, en fait, était l'avantage principal dont ils jouissaient. Donc ça, c'est un point de vue. L'autre point de vue qui est soutenu par l'historien James Boyajian, qui a aussi beaucoup étudié ces réseaux, surtout, lui, il a fait des études des familles. Et il a essayé de développer toute une espèce de prosopographie des familles. Et lui, il propose une autre vision. Il propose qu'en réalité, il y avait énormément de compromis et finalement aussi de dissolution, finalement, parce que, en regardant les mariages, il nous démontre qu'il y avait beaucoup de ces gens, par exemple, ces nouveaux chrétiens qui se sont mariés en dehors de la communauté des nouveaux chrétiens. Ils se sont mariés avec des anciens chrétiens, pour ainsi dire. Et donc, du coup, l'idée que, en quelque sorte, qu'ils ont pu préserver
leur identité en tant que groupe ensemble c'est mis en doute par lui, et c'est la position qui est aussi soutenue de plus en plus par des gens, par quelqu'un sur lequel je vais revenir après les vacances de Pâques, au moins brièvement, qui est Francesca Trivellato, qui a étudié ces groupes à Livourne au XVIIIe siècle. Mais je vous cite rapidement un passage de Jorun Pottering, qui est spécialiste donc de ces réseaux séfarades et marans dans le monde allemand et le monde néerlandais. Il dit la migration unilatérale née de la situation de persécution des nouveaux chrétiens a empêché l'établissement de réseaux commerciaux durables. Avec l'affaiblissement des relations économiques avec la péninsule ibérique, les Juifs portugais de la diaspora ont également perdu des liens avec les régions d'outre-mer qui avaient été précédemment atteintes via les ports péninsulaires. De plus, même à l'apogée de leur activité commerciale, leur réseau n'était pas aussi étendu qu'ils étaient supposés l'être et ne donnait pas lieu à un succès économique aussi particulier. Donc, on est toujours là en train de voir comment se placer par rapport à ces deux positions qui ont été définies par Poliakov. Donc, soit la version maximaliste, où on dit qu'en effet, ils étaient énormément très solidaires, donc du coup, jouissaient d'un succès énorme. Et puis l'autre qui insiste beaucoup plus sur leur fragilité. Et comme dit Pottering, je cite encore, nous pensons que c'était la visibilité continue des Juifs portugais en raison de l'obstacle institutionnel de leur intégration dans les sociétés majoritaires et de leur altérité religieuse, culturelle et linguistique permanente qui a contribué à générer le mythe selon lequel leurs réseaux avaient plus de succès que d'autres marchands. Alors, donc, je vous laisse sur ce point ambigu et on va revenir à la question après les vacances de Pâques. Je vous remercie.